pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi Les As de l'info et Québec Science. En France, l'entraide pour sauver les animaux des feux. Un texte de Anouchka de Bionne, paru le 30 juillet 2026 dans les As de l'info. Il n'y a pas qu'au Canada que les forêts brûlent. En France et en Espagne, les pompiers ont de la difficulté à maîtriser des feux. Déjà dans le sud-ouest de la France, l'équivalent de 60 000 terrains de soccer est parti en fumée. Beaucoup de personnes ont dû fuir leur maison près de la ville de Bordeaux, mais où se retrouvent leurs animaux? Depuis quelques jours, une vidéo spectaculaire circule sur les réseaux sociaux. On y voit des chevaux galoper pour s'éloigner des feux. On pourrait croire que c'est une vidéo faite avec l'intelligence artificielle, mais non. Malheureusement, c'est une scène qui a vraiment eu lieu dans la ville de Biscarrosse, en France. Je te rassure tout de suite, les chevaux sont sains et saufs. Mais d'où viennent ces chevaux? Ce qui s'est passé, c'est que les propriétaires de leur écurie ont dû évacuer leurs 100 chevaux en urgence. C'était la course contre la montre, le feu avançait plus vite qu'eux. Alors, pour sauver les 10 derniers chevaux encore à l'écurie, ils ont décidé d'ouvrir les barrières et de les laisser s'enfuir. On s'est dit que leur instinct animal ferait le travail, ont-ils raconté au journal Le Monde. Heureusement, les chevaux ont fui vers l'océan, à l'abri. Un autre centre équestre les a récupérés plus loin et a pu s'en occuper. Ouf! Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls animaux à avoir trouvé refuge chez des étrangers généreux, en attendant que les flammes soient maîtrisées par les pompiers. Sauver les animaux domestiques. À Cestas, très proche de la grande ville de Bordeaux, les incendies ont forcé les résidents à fuir leur maison en pleine nuit. Sauf qu'à bord des autobus d'évacuation, ils n'avaient pas le droit d'amener leurs animaux. En plus, ils se dirigeaient vers des refuges où gérer son animal est compliqué. Des grands réseaux d'entraide se sont donc mis en place et continuent toujours d'aider les familles évacuées. Par exemple, des habitants des régions épargnées par les incendies proposent d'accueillir des animaux chez eux. Et des garderies pour animaux offrent leurs services gratuitement. Les maîtres pourront les récupérer quand ils retourneront chez eux ou quand ils seront installés dans un nouveau logement. Des bénévoles vont aussi régulièrement sur les lieux qui ont été brûlés pour nourrir les animaux qui n'ont pas pu partir. Depuis le 22 juillet, les feux ont poussé plus de 220 000 personnes à quitter leur maison en France. Plus de 240 résidences ont été détruites par le feu. Bien sûr, l'entraide ne s'arrête pas aux animaux. Beaucoup de Français offrent gratuitement de la nourriture, des vêtements et même des logements aux résidents évacués. En résumé, depuis le 22 juillet, les forêts du sud-ouest de la France brûlent et 220 000 personnes ont dû quitter leur maison. Beaucoup de bénévoles s'entraident pour prendre soin des animaux des personnes évacuées. Et toi, as-tu déjà gardé l'animal d'une connaissance? TDAH et jeux vidéo, le cercle vicieux des écrans. Un texte de Laurence Niosi, paru le 13 novembre 2025 dans le magazine Québec Science. Les jeux vidéo pourraient bien aggraver le TDAH, mais seulement après un certain âge, selon une équipe québécoise. L'œuf ou la poule? Depuis longtemps, les scientifiques hésitent. Les enfants ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH,
Joue-t-il davantage aux jeux vidéo ou les jeux vidéo aggravent-ils eux-mêmes le trouble? Une étude québécoise vient de trancher. Pour mener son analyse, Gabriel Tiraboschi, post-doctorant à l'Université de Sherbrooke, s'est appuyé sur l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec. Cette vaste enquête a suivi des milliers d'enfants nés en 1998 en recueillant toutes sortes de variables sur leurs conditions et habitudes de vie. La cohorte étudiée ici regroupait plus de 1700 enfants et se concentrait sur leur évolution entre les âges de 6 et 10 ans. Les résultats de l'étude, publiés à l'été 2025, sont clairs. De 6 à 8 ans, ce sont les symptômes du TDAH qui mènent à une utilisation accrue des jeux vidéo. De 6 à 7 ans, il y a une augmentation du temps de jeu et la tendance continue à 8 ans, résume Gabriel Tiraboschi, qui travaille dans l'équipe de Gabriel Garon-Carrier et Caroline Fitzpatrick, professeure au département de psychoéducation. Les enfants, surtout ceux dont le TDAH se manifeste par de l'hyperactivité et de l'impulsivité, recherchent des stimulations immédiates, ce qui les pousse naturellement vers les jeux interactifs. Mais de 8 à 10 ans, la relation s'inverse. Ce sont alors les jeux vidéo qui alimentent l'intensification des symptômes en accentuant l'agitation et l'impulsivité. Autrement dit, un cercle vicieux s'installe, particulièrement chez les enfants présentant des symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité. Chez les enfants principalement inattentifs, l'autre profil du TDAH, l'effet semble moins marqué et le lien moins évident. Pour arriver à cette conclusion, le chercheur a utilisé un outil statistique novateur, le Random Intercept Cross-Lagged Panel Models, RI-CLPM, qui permet d'étudier les effets dans les deux sens afin de déterminer quel facteur influence lequel. Cette approche bidirectionnelle est rare dans la littérature car la plupart des études observaient seulement des associations sans pouvoir déterminer la causalité. Dans ce champ de recherche, on avait surtout des études transversales. On observait une association entre le TDAH et les jeux vidéo, mais sans savoir si c'était l'œuf ou la poule. Notre méthode permet d'aller plus loin, souligne-t-il. Ces résultats font écho à une autre étude menée en 2022 par la même équipe qui avait montré que les jeux vidéo étaient un facteur de risque de développement du TDAH au début de l'adolescence. Des implications concrètes. Pour le personnel clinicien et les parents, les implications sont concrètes. L'équipe n'appelle pas à bannir les jeux vidéo, mais à une vigilance accrue. Les parents doivent permettre le jeu, mais avec modération, et être attentifs aux enfants plus hyperactifs ou inattentifs, car ils sont particulièrement à risque de s'enfermer dans ce cycle, prévient Gabriel Tiraboschi. Prochaine étape, scruter le même phénomène chez les plus jeunes. Les données amassées pendant la pandémie, période marquée par une forte hausse du temps d'écran, pourraient montrer que ce cycle s'amorce dès 3 à 5 ans. C'est un domaine encore très jeune, et nous manquons de données détaillées, précise le chercheur. Selon lui, la nouveauté des technologies rend cette question cruciale. Il faudrait suivre de près leurs effets pour mieux comprendre leur influence sur le développement des jeunes enfants. Et toi, est-ce que tu joues souvent aux jeux vidéo? Y a-t-il plus de requins blancs dans le Saint-Laurent? Un texte de Caroline Bouffard paru le 30 juillet 2026 dans les As de l'Info. Depuis un mois, au moins 9 requins blancs ont été aperçus en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Est-ce que c'est normal? Se sont-ils perdus?
Et faut-il en avoir peur? Regardons ça ensemble. De la grande visite, des requins blancs dans le golfe du Saint-Laurent, ce n'est pas nouveau. Ces gros poissons sont des visiteurs saisonniers. Ils arrivent à la fin juin et repartent en novembre vers la Floride. Mais les scientifiques qui les observent confirment qu'ils sont plus nombreux ces dernières années. Pourquoi? Pêche et Océan Canada explique que c'est probablement parce que l'eau est plus chaude et qu'ils trouvent ici plus de nourriture. Une bonne nouvelle? Oui, car le requin blanc est une espèce menacée d'extinction. Dans les années 1990, le Canada a décidé de le protéger. Et ça semble fonctionner. La population grandit tranquillement. C'est aussi pourquoi on en voit plus. Le rôle des changements climatiques. On parle souvent de l'impact des changements climatiques sur la faune et la flore. Dans le cas des requins, le réchauffement des eaux de l'Atlantique et du golfe du Saint-Laurent fait en sorte qu'ils migrent vers le nord plus tôt et qu'ils y restent plus longtemps qu'avant. Le golfe, un garde-manger de rêve. Les requins sont friands de phoques. Et où se trouve la plus grande population de phoques gris au monde? Au Canada, dans l'Atlantique et notre beau Saint-Laurent. Tu me suis? Les requins sont plus nombreux. Ils ont besoin d'étendre leur territoire de chasse, ce qui veut dire plus d'ailerons à l'horizon. Requins sous haute surveillance. Est-ce qu'on voit plus de requins parce qu'on les surveille plus? C'est aussi possible. Balises GPS, drones, téléphones intelligents, réseaux sociaux. De nos jours, pas moyen de rester anonyme quand on est un requin. Sur l'application Shark Tracker, on peut voir en temps réel où se trouvent les requins. Ils ont vraiment la bougeotte. Ils se déplacent beaucoup et ne restent pas longtemps au même endroit, explique Pêche et Océan Canada. L'Institut Maurice-Lamontagne à Montjoly, en Gaspésie, suit 200 requins blancs grâce à des balises qui ont été posées sur les ailerons par des chercheurs courageux. Maman, j'ai peur. Les films ont fait du requin blanc un monstre des profondeurs, un mangeur d'hommes. Oui, c'est un grand prédateur comme l'ours ou le loup. Mais les attaques contre les humains sont très rares. À travers les années, un seul cas de morsure dans les eaux canadiennes de l'Atlantique a été recensé, selon Pêche et Océan Canada. L'humain est loin d'être son plat favori. Si tu visites une région fréquentée par les requins, voici quelques règles de sécurité de Pêche et Océan Canada. Si la baignade est interdite parce que des requins ont été aperçus, reste au sec. Ne va pas sur l'eau tôt le matin et en fin de journée. Ce sont les deux périodes où les requins chassent. Évite de nager près des phoques ou des bancs de poissons. Et toi, aimes-tu voir des poissons quand tu nages dans un lac, une rivière ou la mer? Ou es-tu plus du genre à courir hors de l'eau dès qu'une petite nageoire te frôle? Une vache de mer à la peau épaisse. Un texte paru le 27 février 2022 dans le magazine Québec Science. La vache marine de Stellaire est une espèce éteinte de l'ordre des siréniens, comme les lamantins. On vient de séquencer son génome et de comprendre pourquoi elle avait la peau si épaisse. Le mot sirénien te fait probablement penser à sirène. Au début des années 1800, un zoologiste a fait le même lien que toi lorsqu'il a donné le nom de sirénien à un ordre de mammifères marins doté d'un corps allongé, d'une queue horizontale et de nageoires pectorales.
Il en existe 4 espèces. Le dugong, qui vit près des côtes tout autour de l'océan Indien et des îles qui séparent l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Le lamantin nord-américain, dans le golfe du Mexique et plus au sud. Le lamantin amazonien, dans les eaux douces du bassin de l'Amazone. Et le lamantin africain, à l'ouest de l'Afrique subsaharienne. À première vue, ces mammifères peuvent ressembler aux cétacés, mais il s'agit bien d'un ordre distinct. L'ordre des cétacés descend d'animaux carnivores et est proche parent des hippopotames, alors que les siréniens, eux, ont un ancêtre en commun avec les éléphants. C'est un exemple de convergence évolutive, c'est-à-dire que 2 groupes différents ont évolué de façon comparable au fil du temps, probablement à cause de conditions de vie semblables. Si les siréniens mesurent environ 3 mètres, une autre espèce disparue depuis à peine quelques siècles pouvait atteindre, elle, 8 ou 9 mètres de long. La vache marine de Stellaire. Pesant jusqu'à 10 tonnes, elle nageait dans les eaux froides du nord du Pacifique, des côtes du Japon à celles de la côte ouest des États-Unis, en passant par l'est de la Sibérie et la côte sud de l'Alaska. Exterminée par les humains il y a 250 ans, il existe des descriptions d'elle et on peut encore trouver des ossements sur les rives de certaines îles du détroit de Bering. Les lamantins et dugongs d'aujourd'hui vivent en eau tropicale et ont une peau plutôt lisse. Découverte et décrite en 1741 par le naturaliste allemand Georg Wilhelm Steller et plus tard nommé d'après lui, la vache marine de Stellaire était adaptée aux eaux polaires froides et sa peau était très épaisse et rugueuse. Steller la décrivait comme une peau si épaisse qu'elle ressemble plus à l'écorce d'un vieux chêne qu'à la peau d'un animal. Une équipe de recherche internationale a récemment réussi à déchiffrer le génome de cette espèce glaciaire à partir d'ossements fossiles de 12 individus différents. Et le secret de sa peau épaisse a pu être révélé. Dans son génome, certains gènes, responsables de la couche la plus externe de l'épiderme chez les mammifères, étaient inactivés. Chez les humains, ces gènes fonctionnent, mais lorsqu'un défaut génétique les rend inopérants, cela conduit à ce qu'on appelle l'ichthyose, ou maladie des écailles de poisson. Cela se caractérise par un épaississement et un durcissement de la couche supérieure de la peau avec de grandes écailles. C'est un exemple impressionnant de la façon dont les défauts génétiques peuvent non seulement provoquer des maladies, mais aussi présenter des avantages en fonction de l'habitat. Car la peau plus épaisse de la vache marine de Stellaire contribuait à la protéger contre le froid. C'était une vache de mer à la peau épaisse, un texte paru le 27 février 2022 dans le magazine Québec Science. Aura-t-on bientôt un emoji Poutine? Un texte de Camille Lopez, paru le 3 août 2026 dans les As de l'Info. Pousse-toi, hot dog. Oust, hamburger. Va-t'en, sushi. C'est le moment de gloire des frites, de la sauce brune et du fromage en grains. Parce que des restaurateurs québécois se sont donné toute une mission. Faire intégrer un emoji de Poutine au clavier de tes appareils. Et c'est une tâche plus compliquée qu'on ne pourrait le penser. La naissance d'un emoji. Pour qu'un emoji apparaisse sur ton clavier, il doit être approuvé lors d'un long processus et surtout, il doit avoir obtenu le feu vert du grand patron des emojis, un organisme qui s'appelle Consortium Unicode, basé en Californie aux États-Unis. Le groupe
en a récemment prouvé plusieurs, qui sont déjà sur ton clavier ou qui y apparaîtront bientôt. Parmi les petits nouveaux, le cœur de pomme, le danseur de ballet, le coffre au trésor et l'orque. On peut proposer un nouvel emoji n'importe quand, mais il faut avoir une candidature solide. Et justement, utilisons un exemple bien concret et délicieux pour t'expliquer ce processus. Une poutine avec ça? La chaîne de restaurants de nourriture rapide Valentine, tu connais. Cette année, l'entreprise s'est donné la mission de faire accepter un emoji de poutine, un plat typiquement québécois. Depuis 1979, nous servons des poutines à notre clientèle. Nous pensons que nous étions bien placés pour mener cette démarche, a expliqué son vice-président, Daniel Carignan, à notre collègue du journal La Voix de l'Est. Alors, Valentine a monté tout un dossier pour faire briller l'emoji poutine. Voici son processus. Première étape, créer l'emoji. C'est l'agence de création Absolue qui l'a dessiné. Ensuite, démontrer que ce plat n'est pas seulement connu au Québec ni au Canada, mais à l'échelle mondiale. Selon nos recherches, il apparaît sur 123 menus, dont des restaurants situés à Dubaï, Londres, Berlin, New York et Bangkok, ajoute Daniel Carignan. Valentine a aussi lancé une pétition pour prouver que beaucoup de gens sont intéressés. Vendredi, plus de 6300 personnes l'avaient signé. Un sondage a aussi démontré qu'un Québécois sur 4 veut cet emoji. Après, c'est entre les mains d'Unicode. L'organisme doit étudier le dossier et déterminer si cet emoji répond à un vrai besoin, s'il a une pertinence culturelle et s'il sera utilisé par plein de gens et pas juste les Canadiens. S'il est approuvé, l'emoji sera transmis aux géants de la techno comme Apple et Google pour qu'il soit ajouté au clavier. Nous devrions savoir d'ici la fin de l'année si notre dossier est retenu. Le processus est long et cela peut prendre quelques années, indiquait Lisa Lafont, une représentante de Valentine. Pourquoi être aussi strict? Parce qu'une fois qu'il est approuvé, un emoji est là pour rester. Il devient permanent dans le système Unicode. Et toi, quel emoji aimerais-tu créer? L'Atlantide a-t-elle existé? Un texte paru le 30 décembre 2021 dans le magazine Québec Science. Une île abritant un empire grand et merveilleux, habité par un peuple à la technologie avancée, détruite en 24 heures par Zeus lui-même. L'histoire de l'Atlantide ne repose sur aucune donnée vérifiable, ce qui ne l'empêche pas d'être persistante. Tu as sûrement déjà entendu parler de l'Atlantide, cette grande île ou continent qui aurait hébergé un peuple technologiquement avancé et qui aurait été englouti par la mer il y a bien longtemps. Et tu t'es peut-être déjà demandé si cette histoire pouvait avoir un fond de vérité. Si c'est le cas, comme pour toute histoire dont on ignore la véracité, il faut remonter aux sources. Le premier, et le seul à avoir décrit cette Atlantide, est Platon, un philosophe grec qui a vécu au IIIe et IVe siècle avant notre ère. Dans 2 des textes qu'il a laissés, le Timée et le Critias, il présente cette histoire qu'il prétendait avoir reçue des descendants du législateur Solon, un des pères de la démocratie athénienne qui, 200 ans plus tôt, l'avait lui-même entendu de grand prêtre lors d'un voyage en Égypte
et l'histoire situe la catastrophe il y a environ 11 500 ans. Ça commence à rendre la vérification difficile. Mais aucun texte égyptien de l'époque concernée ni des suivantes n'en fait mention, ni chez aucun peuple non plus. La disparition de l'île, telle que racontée par Platon, remonterait à la fin de la dernière ère glaciaire, une époque où l'agriculture devenait courante, où les premières cités du monde s'érigeaient tout doucement et où l'écriture en était à ses balbutiements. Cela n'a pas empêché des adeptes de cette histoire de produire, surtout au XXe et XXIe siècle, toutes sortes de livres, certains plus ésotériques que d'autres, sur cette cité et son peuple englouti. Que croire, donc? Un texte rédigé il y a 2400 ans qui raconte des choses prétendument survenues 9000 ans plus tôt, dont les détails auraient été transmis de bouche à oreille pendant tout ce temps? Ou 1. Les experts en histoire qui savent qu'à cette époque l'humanité utilisait principalement des outils de pierre polie. 2. Les experts en géologie qui n'ont repéré aucun indice d'une catastrophe de grande ampleur à ce moment. 3. Les experts en océanographie physique qui n'ont décelé aucune trace sur les fonds marins d'une vaste cité engloutie dans aucune zone proche ou lointaine de l'Égypte ou d'ailleurs. Et 4. Les experts des écrits de Platon, qui savent que l'Atlantide est proposée par l'auteur comme un mythe permettant une réflexion sur sa conception d'une société juste et hiérarchisée. Laissons cette réflexion à ton esprit critique. C'était « L'Atlantide a-t-elle existé ?» un texte paru le 30 décembre 2021 dans le magazine Québec Science. C'était Gilbert. À une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo. On se retrouve la semaine prochaine.